Bonjour à tous. La Fondation de la Vigne et du Vin de New York vous souhaite la bienvenue et vous remercie de prendre le temps aujourd'hui d'être avec nous pour cet épisode spécial en français. Avec une longue histoire qui remonte à des centaines d'années, New York se réinvente comme un épicentre d'une vinification dynamique. L'État abrite le premier vignoble des États-Unis et les producteurs s'appuient sur cet héritage pour produire certains des vins les plus excitants du pays. Ce 5e épisode de la série de webinaires est entièrement axé sur la variation dans les millésimes dans l'État de New York. Avant de commencer, un petit rappel. 2 moyens de communication sont disponibles pour vous tous les participants pendant le webinaire. Une discussion et une séance de questions-réponses. La discussion étant un moyen informel de communiquer avec les autres participants. Assurez-vous de bien sélectionner tous les participants en bas de l'écran. La section questions-réponses est l'endroit où nous apprécierons de lire vos questions et vos commentaires. N'hésitez pas à soumettre toutes vos questions aux intervenants dans la section au bas de l'écran, toujours. Maintenant, je vous présente les intervenants. Olivier Borneuf, notre animateur aujourd'hui. Natif du Sud-Ouest entre Madiran et Cahors, Olivier commence sa carrière comme contrôleur aérien avant de vivre de sa passion du vin. Il cofonde en 2013 l'Académie du vin de Paris après des expériences de vinification en Australie et de conseils pour vignerons et caves coopératives en Champagne. Il donne depuis des cours aux professionnels du vin et aux amateurs. Fin connaisseur des vins français et du monde, suite à ses visites aux États-Unis, Angleterre, Europe de l'Est et Asie, il collabore 5 années en tant que critique pour le guide Béthane de Sauve, pour les régions Beaujolais, Champagne, Sauternes, Rhône Sud et d'autres vins du monde. Puis, en 2020, Olivier lance un nouveau média vin, la Tulipe Rouge. Bienvenue, Olivier. Lilia Pérez est directrice commerciale pour Rivero González en 2013 pendant 2 ans. Elle est diplômée à Bordeaux d'un master en sciences de la vigne et management et travaille avec plusieurs châteaux Grand Cru classés. Depuis 2018, elle a rejoint la famille Rivero González en tant qu'œnologue dans le but de développer la marque. Bienvenue Lilia. Gilles Martin, né en Champagne et diplômé en biologie à Paris, Gilles rejoint le Languedoc pour préparer le prestigieux Master en œnologie à l'Université de Montpellier. Puis il parcourt les vignobles du monde, des vendanges à Rheingau en Allemagne, chez Weingut Hansland et en Australie chez Houghton Winery. En 1988, il part en Virginie et en 90 en Californie, travailler à Roederer Estate, avant un bref retour dans le Rhône en 96 chez Delas Frères, puis à Long Island en 97, où il assiste au début de 4 maisons aujourd'hui bien établies. Macquarie, Marta Clara, Sherwood House et Conto Costa. Maintenant, il met son expérience et ses connaissances au service de ce qu'il préfère, les vins effervescents, chez Sparkling Point. Bienvenue, Gilles. Bonjour à tous. Erwin Kalmar. Depuis l'adolescence, Erwin participe à des activités viticoles à Lavaux, en Suisse, et il apprend seul les bases de management du vignoble. Il déménage en 1986, après ses études et son service militaire à Danbury, dans le Connecticut, puis trouve, après des recherches au Québec et en Ontario, la terre idéale à Champlain, New York, en juin 2008. Four Maple Vineyards and Winery existe officiellement en février 2011. Première plantation en 2010, premier millésime en 2015. À ce jour, Erwin a planté environ 4000 pieds de vigne, incluant les cépages résistants au froid, Marquette, Frontenac,
La Crescent et Saint-Pépin. Bienvenue, Erwin. Il est là. Maintenant, nous pouvons commencer. Écoutons Olivier. Merci. Merci Aurélie, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour ce webinaire autour des vins de New York avec un sujet particulier aujourd'hui autour du climat. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2021. Santé et bonheur avant toute chose, hein, on connaît tous les circonstances actuelles, donc cela me semble d'à propos. Bonjour Lilia. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Ça va? Ça Bon. va, ça va. Gilles Martin, bonjour, comment ça va? Oui, bonjour à tous. Très bien, merci. Et Erwin et Sébastien, enfin, de Formapol Vineyards, comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien. Très bien, merci. Bonjour à tous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots d'introduction sur l'État de New York. Si Aurélie veut bien nous montrer la carte de l'État de New York avec l'ensemble du vignoble, pour que nous puissions déjà introduire quelques notions géographiques. Il faut bien comprendre que l'État de New York est un vaste État pour le vin, puisque si vous partez de la région Long Island dans le sud-est jusqu'à Champlain Valley dans le nord, vous avez à peu près 550 km, ce qui est l'équivalent d'un Marseille-Dijon en France. Donc c'est un territoire qui pourrait se comparer à l'ensemble du territoire français. Et si l'on devait résumer à travers quelques chiffres la viticulture de cet État, on pourrait la résumer ainsi. Vous avez 10 AVA, qui sont les équivalents de nos AOP en France. Vous avez 470 wineries aujourd'hui, dont plus de 390 qui ont été créés dès 1976. Alors, vous me direz, c'est assez récent, mais en même temps, cela montre qu'il y a une certaine pérennité dans l'implantation des vignobles dans cet État. 14 000 hectares, c'est à la fois peu et beaucoup. Parmi ces 14 000 hectares, seuls 30% sont dédiés aux raisins de cuve, le reste étant dédié aux raisins de table et à la production de jus de raisin. À titre de comparaison, la Champagne, c'est 34 000 hectares, le territoire bourguignon, c'est 27 000 hectares, donc on n'est pas sur un vignoble de si petite taille finalement, avec 160 millions de bouteilles produites chaque année. Je rajouterai un chiffre qui vous semble peut-être un peu en décalage par rapport au sujet que nous allons aborder, mais il me semble important de rappeler que 5 millions de visiteurs viennent chaque année dans le vignoble de l'État de New York, ce qui est considérable, surtout quand on le compare aux chiffres français comme celui des nombres de visites à la Cité du Vin à Bordeaux, qui a réuni en 2019 416 000 visiteurs, tandis qu'en Champagne, en 2018, nous avons eu un peu plus de 4 millions de visiteurs. Donc, cela montre la véritable attractivité de cette région. Et on va voir aujourd'hui, finalement, que cette région fait preuve d'une très, très grande diversité, avec 3 fameux producteurs, dont 2, Lilia et Gilles, qui sont situés à Long Island, donc dans le sud-est, et enfin Erwin et Sébastien, qui sont situés à l'extrême nord, dans la Champlain Valley. Pourquoi ces deux régions? Tout simplement parce que nous allons voir des extrêmes s'exprimer. Et extrême n'est pas un vain mot, hein. Vous allez voir que les conditions sont très particulières et que malgré ces expressions très différentes dans les climats, on arrive à produire des vins de qualité. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer avec Lilia Pérez. Lilia, j'aimerais te poser quand même une question sur Long Island. J'ai eu la chance de venir dans ce vignoble il y a quelques années. J'ai eu la sensation que le climat était plus près qu'en France, mais je n'ai pas pris la pleine mesure de ce climat. J'aimerais te citer 2 chiffres qui m'ont frappé et qui illustrent, à mon avis, toute l'originalité de ce territoire. Le premier, c'est la latitude. On est à 40,9 de latitude, qui correspond à Saragosse en Espagne. Donc, si je me positionne sur la map monde, je suis au niveau de l'Espagne. Mais par ailleurs, j'ai un nombre de degrés jours de croissance qui correspond au nombre de jours auxquels la plante est active dans sa maturation,
qui correspond à 2500, ce qui nous situe à Bordeaux. Alors, comment tu peux expliquer ce petit miracle? J'ai cru voir sur la carte que va nous remettre Aurélie qu'il y avait quand même pas mal de masses d'eau autour du vignoble de Long Island. Est-ce que C'est tu ça. peux nous expliquer un petit peu Oui, ce c'est ça. phénomène? C'est ça. Bon, si tu vois l'autre map, Aurélie, si tu peux mettre à Long Island, oui, là, tu peux voir que on est dans les North Fork. Et donc, on a les Long Island Sound au nord. Après, on a les Peconic Bay et tout l'Atlantique. Tu vois que c'est tout entouré avec de l'eau. Et après, la température, pendant l'été, ça peut remonter jusqu'à 30 degrés. Donc, ça aide beaucoup pour maintenir l'eau très douce pendant l'époque de maturation du raisin. Donc, ça nous aide ainsi que c'est une période très, très courte parce que la croissance, ça commence en mai et ça finit peut-être à novembre, la première semaine de novembre. Ça nous aide pour avoir une période avec de la température douce. Donc, on peut planter, si tu veux, plus, par exemple, à RGNY, on a plus de 14 cépages différents. On a des cépages pour faire des sparkling, comme le chardonnay, on a pinot noir, et on a des cépages jusqu'à petit verre d'eau, comme à Bordeaux. Donc c'est surtout ça. Et aussi, le terrain, c'est plutôt plat. Et il y a du sable, donc ça nous aide pour avoir un bon drainage aussi. Donc, c'est vraiment ça qui nous aide à planter de différents cépages. Nous, on produit des vins blancs, des vins rouges, des vins sparkling, non? Et bon, c'est une zone aussi très où on peut expérimenter aussi. Et peut-être ici, bon, tu vois la carte RGNY, on a 80, oui, 80. Il y a beaucoup de cépages C'est ça. et c'est très curieux de voir que tu passes à la fois du Sauvignon blanc, qui est plutôt un cépage de climat frais, au Cabernet Sauvignon, voire au petit verre d'eau sur la même zone. C'est Oui, ce que tu c'est es en ça. train d'expliquer. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que tu peux pas, que c'est une zone que tu vas expérimenter un peu, voir quels vins sont de meilleure qualité que d'autres. Non, c'est pas que tous sont les meilleurs, mais c'est qu'on a de la chance d'avoir ce climat, cette température, cette condition climatique pour expérimenter avec des variétés différentes. Non? Alors, il y a, ok, j'ai bien compris que ces masses d'eau régulaient à la fois la période de maturation, mais également l'hiver, avec les risques potentiels de gel qu'il y a dans la région. Mais il y a un autre chiffre qui attire mon attention, c'est la température moyenne annuelle qui se situe entre 11 et 14 degrés, c'est-à-dire quasiment la situation que l'on a en Champagne. Alors, j'ai envie de poser cette fois-ci la question à Gilles Martin, qui se situe non loin de chez toi, hein, puisque Gilles, tu es aussi situé à Long Island, mais tu as la particularité à Sparkling Point, le nom l'indique lui-même, de t'intéresser quasi exclusivement à la production de vins effervescents. Alors, j'ai du mal à saisir, Lydia vient de nous parler de Cabernet Sauvignon, de petits verres d'eau, Sauvignon blanc, alors que tu te situes à quelques centaines de mètres de chez elle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce phénomène qui permet de faire Oui. cohabiter deux vins qui sont situés aux antipodes? Alors, on a la chance à Long Island d'avoir un terroir très drainant avec une exposition au vent très important, ce qui fait que l'on a une maturation un peu en retard, si vous voulez. Nous, les vins blancs et les vins mousseux, on ne les récolte comme en Champagne, en fait, que la première semaine de septembre, alors que si je voulais faire des vins de la même sorte dans le sud de la France, on les récolterait maintenant pratiquement au 1er août.
Donc, en fait, ce qui se passe, c'est on peut ramasser les raisins plus tôt avec une maturité suffisante pour avoir un très bon équilibre pour les vins effervescents. On retrouve un petit peu la même chose en Californie, où se sont implantées les maisons champenoises, comme Chandon, j'ai travaillé pour Roderer, où en fait on a un petit peu la même chose avec des microclimats dus au brouillard ou au vent, ou pour nous, la présence de l'eau autour de nous, on peut avoir ces maturités différentes et avoir une maturité parfaite pour des vins qui sembleraient être issus de régions froides ou fraîches, cool climate comme on les appelle, alors que nous nous situons dans une région qui est plutôt en latitude, une région plutôt chaude. Ce qui est assez intéressant, et là, je fais écho aux vins que l'on trouve en France, c'est qu'il semblerait que vous ne soyez pas contraint par les réglementations, parce qu'au-delà de l'avantage climatique qui vous est offert pour faire à la fois des vins rouges et des vins effervescents de qualité dans une même zone, il semblerait que vous soyez assez libre de faire tout cela. Est-ce que vous me confirmez qu'effectivement, au niveau de vos éviers, vous avez une grande flexibilité de production? Oui, Gilles. contrairement à la France, on n'a pas d'appellation qui nous oblige à respecter un encépagement particulier. L'encépagement en France est issu de la sélection naturelle des cépages à travers les siècles. Nous avons plutôt une sélection qui correspond à un marché. Donc, nous pouvons planter ce que nous voulons, où nous voulons, de manière à exprimer les meilleures qualités de nos vins. Bon, alors là, on a vu Long Island. Maintenant, on va peut-être partir dans le nord et nous rendre dans la Champlain Valley, rejoindre Sébastien et Erwin pour finir ce petit tour d'horizon de l'État de New York. Alors, on va faire 550 km dans le nord. Imaginons que nous partions de Marseille, nous étions à Long Island, Marseille, et on monte jusqu'à Dijon. Alors là aussi, ce qui m'a frappé, au-delà du magnifique paysage où vous êtes installés, Erwin et Sébastien, c'est ces chiffres que je vais vous citer. Température annuelle, je dis bien annuelle, hein, située entre 5,5 et 8,3 degrés. Par comparaison, Berlin, c'est 9 degrés. Donc, je sais qu'il y a de très beaux vignobles en Allemagne, mais à ma connaissance, il n'y a pas de vigne à Berlin. Alors, c'est déjà un chiffre assez curieux, puisqu'on se demande comment vous faites pour que la vigne, finalement, soit cultivée. Et le deuxième chiffre, peut-être qui ouvre une piste de réflexion, c'est ces fameux degrés jour de croissance qui vous situent aux alentours de 2250, ce qui correspond un peu ou prou à la Champagne, à la vallée du Rhin, à la Bourgogne. Donc, il y a à la fois un phénomène de luminosité, de degrés jour de lumière. Comment vous pouvez expliquer que dans votre région, la Champlain-Vallée, vous arriviez à faire pousser la vigne? Peut-être que les conditions climatiques sont tout à fait particulières. Et puis on verra dans un deuxième temps si vous avez quelques secrets au niveau de la viticulture qui vous permettent d'optimiser ce climat favorable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, mais Olivier, quand on s'est établi là-bas, donc d'abord on a recherché la terre idéale. Je dirais que quand je suis arrivé aux États-Unis, je ne pensais pas que je ferais pousser de la vigne et que j'aurais un vignoble sur ce continent, spécialement donc, dans le nord de New York. Mais le climat a quand même changé. J'ai quand même étudié la région. On est dans une zone classifiée 5. Au nord du lac Champlain, qui donne quand même un courant modérateur avec des vents peut-être qui vont tempérer un peu le courant du nord-ouest, entraîné par le fleuve Saint-Laurent, qui sont assez puissants. Mais donc, pour contrer ça, bon, on a donc trouvé une terre idéale avec une orientation plein sud, sur une colline, donc bien drainée. En termes de terroir, on parle d'une partie argileuse dans le bas du vignoble et puis dans le haut plutôt calcaire. Et bon,
depuis tout jeune, depuis la Suisse, je rêvais à des gamets Pinot Noir. Donc, on est allé aussi, ce qui était intéressant, c'est que Cornell University ont un vignoble test à Willisboro, qui est pas très loin au sud, peut-être 50 km au sud. On est allé voir, ils faisaient pousser 25 cépages qui étaient donc des cépages développés par l'Université Minnesota et d'autres par Cornell University. Puis, on est allé voir qu'est-ce qui ressemblait le plus au Pinot Noir. Et bon, le market est directement issu du Pinot Noir ainsi que le Frontenac rouge. Et bon, je voulais quand même essayer de planter du Pinot Noir. Donc, on est allé voir aussi au Finger Lake ce qu'il se faisait. Et puis, bon, on est allé trouver un pépiniériste qui plantait des vignes et qui nous a donc indiqué que peut-être on pourrait avoir du Pinot Noir, mais greffé. Donc, on a fait des expériences au départ avec même du Riesling, qui est quand même populaire dans le Finger Lake. On a quand même une région qui s'apparente un peu au Finger Lake, même si on est au parallèle, non, à l'altitude de 45 degrés, pratiquement. Mais on est moins élevé en altitude que les Finger Lakes. On est à 200 pieds, à peu près 60 mètres d'altitude du niveau de la mer, avec cette petite zone 5. Donc, finalement, après la visite dans cette pépinière avec donc, la famille Handberg, qui a travaillé avec Dr Constantin aussi, qui était un peu le pionnier pour la plantation du Pinot Noir. Bon, ben, on s'est risqué à acheter du Pinot Noir greffé sur cette racine 3909C, qui est apparemment même très populaire en Europe aussi, qui résiste au phylloxéra, etc. Donc, beaucoup de vignobles en Suisse et dans le sud de la France ont été replantés sur cette greffe, cette racine porteuse. Donc, c'est ça, on a commencé à planter 1200 vignes avec du Riesling greffé, du Pinot Noir greffé, du Marquette sur sa propre racine, du Frontenac sur sa propre racine, et puis Cébal, qui sont des hybrides aussi, sur leur propre racine. Finalement, on s'est rendu compte que oui, c'est bien le Pinot Noir, il a résisté à l'hiver, mais la greffe nous imposait de remonter les vignes, les recouvrir. De couverture, on a tout essayé après deux années ou 3 années de ce travail laborieux. On a décidé d'enlever le Pinot Noir et puis de se concentrer sur le Marquette qui résiste à des températures extrêmes. On parlait de température. Effectivement, on peut avoir des moins 35, moins 37 Celsius. J'ai bien entendu moins 37 degrés Celsius. Oui, exactement. Donc, c'est pas tout l'hiver. Non, ça peut être 4-5 jours, mais ça suffit. Donc, mais cet hiver, je dois dire qu'on est choyé. Si on a moins 5 la nuit, on oscille encore dans le plus la journée. Donc, il y a effectivement un changement de climat qui va peut-être aider la viticulture, en tout cas dans notre région. Maintenant, si je veux terminer sur ce petit chapitre, donc en 2020, on a replanté du Marquette, on se trouve à avoir à peu près 4000 vignes. Et cette année, d'ailleurs, on va replanter d'autres Marquettes et un nouvel hybride Itasca qui serait un cépage issu d'un cépage européen aussi. Donc, je dirais que du rêve que j'avais de faire du Pinot Noir et puis du Gamay, ben, j'ai dû me changer un petit peu d'idée, puis aller vers des hybrides développés pour notre climat. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'ils supportent aussi des maladies que les vinifera ne supporteraient pas. Donc, on a peut-être moins cet aspect de décès des vignes dont on doit s'occuper. On a moins de mortalité et je dirais que si on a perdu 2% depuis la plantation originale, c'est un maximum. Donc,
C'est un élément clé parce qu'on parle du climat là, pour la mortalité, mais on pourrait élargir ce sujet aux maladies qui préoccupent aujourd'hui beaucoup de vignerons dans le monde. Et je pense que l'idée d'aller chercher des hybrides peut être aussi une solution en ce sens. Il semblerait que ton discours est beaucoup plu puisque beaucoup dans le chat réclament une visite sur place. Donc, il faudra peut-être envisager un wine tour chez Lilia, Gilles et Erwin à l'issue du séminaire. Avec plaisir. Juste Oui, Gilles, tu voulais dire? Je disais avec plaisir. Nous invitons tous les participants à venir nous visiter avec plaisir. Juste une précision, puisque dans le chat nous a été demandé quelques cépages hybrides, tu en as cité 2 ou 3 à l'instant. On pourra vous mettre à disposition à l'issue de ce webinaire un document qui a été réalisé justement par les différents producteurs de l'État de New York, dans lequel vous retrouverez l'intégralité des cépages qui sont aujourd'hui utilisés dans l'État, dont le market évidemment, avec une petite fiche descriptive. Donc le lien vous sera transmis dans le chat pour que vous puissiez le télécharger. Il est extrêmement bien fait, exhaustif. Vous retrouverez tous les éléments chiffrés qu'on a cités jusqu'à présent. Donc, si vous avez d'autres questions, peut-être privilégiez-les. Ça nous permettra de gagner du temps et de toutes les traiter. J'avais quand même une question, puisque si Aurélie peut nous remettre la photo où l'on voit le magnifique arbre qui, au premier plan, on voit derrière des vignes qui sont les oiseaux, les maladies, on en parlera dans un instant avec Gilles, sont quand même, au-delà des problèmes climatiques que vous rencontrez, un enjeu majeur. Vous avez évoqué tous les problèmes d'humidité, même si les sols sont drainants. Gilles, est-ce que tu peux nous parler, et puis si Erwin ou Lydia, vous voulez compléter le propos de Gilles, hein, vous êtes les bienvenus. Gilles, est-ce que tu peux nous parler de ces problèmes justement liés à cette humidité qui développe inévitablement le botrytis ou le mildiou ou le sour rot, comme on l'appelle chez vous? Comment vous traitez ça au sens strict, au sens littéral et au sens figuré du terme? Alors, bien sûr, comme pas mal de régions où nous avons des conditions assez humides, hein, plus humides en moyenne qu'en Europe, on a un développement assez important des maladies. Alors, on a différentes façons de lutter contre ces maladies. D'abord, par les travaux qui sont faits dans les vignes. On fait beaucoup de travaux en verre, c'est-à-dire qu'on relève les rameaux pour exposer au maximum les raisins. On effeuille très souvent les raisins, ou d'un côté ou des deux côtés, selon justement les problèmes d'humidité de l'année. Et ensuite, bien sûr, nous pratiquons une lutte raisonnée en faisant bien attention à l'environnement et à garder une biodiversité dans nos vignobles. Voilà, donc on a depuis quelques années retrouvé un petit peu des conditions idéales. On a bien amélioré tous les problèmes de viticulture que l'on avait par ces pratiques de feuillage et bien sûr adapter les traitements nécessaires à la vigne pour la garder propre et saine pendant toute cette période de croissance. Alors, justement, il y a une question qui tombe à propos à l'instant. Donc, je vais déroger à la règle qui consistait à traiter les questions en fin de webinaire. Est-ce que vous savez qu'en Europe, les viticultures biodynamiques et en agriculture biologique sont un sujet d'actualité. On ne peut pas passer outre. Donc, je vous pose la question à vous tous. Gilles, je te laisse enchaîner sur ton propos et peut-être Erwin et Lydia, vous compléterez juste après votre avis là-dessus. Donc, effectivement, est-ce que le fait d'être dans des climats extrêmes vous empêche d'avoir une viticulture respectueuse de l'environnement, dirais-je, pas nécessairement certifiée en biodynamie ou en agriculture biologique, mais est-ce que vous pouvez pousser le curseur plus loin que les viticultures dites conventionnelles, hein, même si je n'aime pas le terme? Alors, pour nous, depuis quelques années, on a poussé très fortement
à passer à ce qu'on appelle une lutte raisonnée, Sustainable Viticulture. Pour nous, on a même des certificats d'associations qui nous permettent de prouver qu'on suit les règles émises par ces organismes. On a malheureusement eu beaucoup de difficultés et les gens qui ont essayé de faire de la biodynamie dans notre région ont eu énormément de problèmes et très peu de succès. On essaye d'avoir une approche très biologique, hein, ce qu'on appelle organique chez nous, de la viticulture. Vous voyez le logo notamment sur ce transparent de Sparkling Point de cette Certified Sustainable, donc cet organisme qui s'assure que les pratiques sont bien respectées, de manière à garder des vignes propres et saines et de façon à avoir des raisins de grande qualité, puisque nous, notre objectif est de faire des vins de grande qualité, n'étant pas dans des régions, dirons faciles d'accès au niveau du foncier, etc. Le foncier est très cher chez nous, la manœuvre est très chère aussi. Donc, on est obligé, on est condamné à faire des vins de qualité, à les vendre à un certain prix. Mais sans oublier de respecter la nature, sans oublier d'avoir ce rôle protecteur de l'environnement. Et New York est un État qui a démarré il y a déjà pas mal d'années, comparé à certains peut-être autres États des États-Unis, dans ce rôle de protection du consommateur et de l'environnement. Lydia, tu veux rajouter un mot sur qu'est-ce que vous faites à RGNY au niveau viticulture? Est-ce que vous avez justement des démarches qui rejoignent celles de Gilles? Oui, bon, en fait, on fait partie de cette organisation aussi. Les Vineyard Manager ici, il est en fait un des associés, des personnes qui ont commencé ce mouvement ici. On a 80 hectares, comme j'avais dit, bon, 50 hectares avec du vignoble et on est tous bon, conventionnels, mais avec cette sustainable agriculture, non? Et on a commencé cette année à travailler avec un producteur qui nous achète du raisin et on a fait un contrat pour avoir une partie traitée comme organique ou de ne pas mettre de produits à la fin du période de maturité. On n'a pas eu de meilleurs résultats à la fin, c'était tous un peu damage, non? Et donc, c'est la première année, on est ouvert pour essayer de faire ce type d'expériment, mais on est conscient de la situation ici. C'est difficile, comme Gilles avait dit, l'humidité ici, c'est plus... c'est très chaud et les maladies sont difficiles à contrôler ici. Donc, comme j'avais dit, je respecte tous les types de gérer des vignobles, non? Mais c'est vrai qu'ici, c'est une région difficile pour ça, non? Donc, on va essayer, on fait des expériments, mais surtout, on fait partie de ce programme de Sustainable Agriculture et ça nous fait bien. Un dernier élément peut-être là-dessus, puisqu'on est sur cette question sensible d'une viticulture qui respecte l'environnement. Est-ce que ces difficultés que vous rencontrez, mais que vous arrivez à surpasser, en témoigne la qualité des vins que je suis en train de déguster en vous écoutant, au niveau winemaking, au niveau de la vinification, est-ce qu'il y a aussi des difficultés? J'ai souvenir qu'en Champagne, à une époque, je parle sous le contrôle de Gilles, encore une fois, les niveaux d'acidité étaient tels que les fermentations étaient très difficiles. Je peux imaginer que, par exemple, chez toi, Erwin, dans des conditions aussi fraîches, peut-être qu'au niveau de la vinification, cela pose difficulté. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, très rapidement, s'il y a des choses que vous avez mises en place ou s'il y a des difficultés qui sont finalement insurmontables? Écoute, disons que moi,
Donc, je dirais que je suis un fainéant, donc je ne veux pas trop travailler. Avec notre première cuvée de 2015, on l'a fait le plus naturellement possible. Je ne me rappelle plus maintenant le taux d'acidité du raisin, mais on a laissé mûrir ce qu'on pouvait. Et bon, on l'a accueilli, il avait un taux de Brix raisonnable, et puis bon, taux d'acidité, disons, peut-être élevé, mais il s'est bien fermenté. Suite à ça, donc, Sébastien est intervenu, si je peux dire un mot, donc au niveau de la désacidification, mais ça c'était après la première. Eh bien, moi, je vais prendre la suite, hein, vu que c'est moi qui suis technicien partenaire avec Erwin, puis c'est moi qui m'occupe de la vinification. Pour bien sensibiliser le monde, nous, nos cépages qu'on a, les hybrides, moi, je préfère plutôt les appeler comme les cépages nordiques. Comme le Marquette, l'acidité est moindre que le Frontenac. Donc, dans nos assemblages, on va diminuer l'acidité par rapport à notre assemblage. Donc, c'est sûr que dans nos vins, il y a beaucoup plus de Marquette, qui est d'ailleurs le plus intéressant. On a le petit côté poivré, enfin poivre blanc, donc c'est quand même assez raffiné. Les tanins sont soyeux. On est plutôt sur le fruit noir. Et que l'autre cépage rouge qu'on a, qui est plutôt le Frontenac, qui lui va être un peu plus acide, mais beaucoup plus fruit rouge. Donc, l'amalgame des deux, après, dans l'assemblage, nous fait descendre pas mal nos acidités. Et ce qu'il faut savoir aussi, on en parlera peut-être plus tard, là, mais sur la vinification de nos rouges. Non, je vous en prie, allez-y, c'est le moment. Hein. Allez-y. OK, donc ben c'est ça. Nous, avec nos hybrides, nos cépages nordiques, on a la chance d'avoir la couleur en partant et le côté aromatique. Donc, c'est ce qui va nous faire jouer aussi sur les acidités et puis pouvoir tout balancer. Donc, si on a une acidité beaucoup plus haute que les vinifera, ben, à la perception du goût, on ne le sentira pas, finalement. Je dois avouer que je suis très séduit par l'expression cépage nordique. Ça dépasse ce débat, ce semblant débat entre cépage vinifera et hybride. L'essentiel, finalement, à la fin, c'est que le vin soit bon. Et ce qui m'amène finalement au sujet suivant, qui est cette variation entre les millésimes qu'évoquait Aurélie en introduction, puisque vous êtes dans des climats qui sont relativement difficiles et donc avec des variations climatiques inhérentes à votre situation. Cela engendre donc un effet millésime très fort. Quelle est la relation avec le consommateur à ce niveau-là? Puisque peut-être que c'est un cliché de dire ça, mais finalement, en France, on est plus habitué à avoir une relation de vin de petit domaine où on accepte finalement ces variations entre les millésimes, là où le Nouveau Monde, et pardonnez-moi cette expression, elle n'est pas du tout la bonne pour vous concernant, où finalement on porte plus de marques de régulières là-dessus. Est-ce que les clients sont réceptifs à cet effet millésime qui est plutôt inhabituel dans un pays comme les États-Unis, même s'il est réel, hein, pas de question là-dessus, mais est-ce que c'est un sujet qui préoccupe les consommateurs aujourd'hui? Oui, mais Olivier, si on peut parler de notre petite région qui est très au nord, on a quand même une clientèle locale qui commence à nous connaître. Mais bon, en parlant autour de nous aussi, on se rend compte que les goûts changent. Et bon, c'est sûr qu'on nous demande toujours est-ce que tu es comparable à un Cabernet? Est-ce que Donc, il y a beaucoup de clients encore qui ont comme référence Pinot Noir, Cabernet, Chardonnay, etc. Donc, nous, avec une marquette, bon, je dis écoute, on a un style, disons que différent qui s'apparente, c'est pas du Pinot Noir, même si on est un cépage qui est issu du Pinot Noir, mais on a des vins qui s'apparentent à un Bourgogne. Donc, ce message passe, les gens commencent à s'ouvrir à ça, et donc, une fois qu'ils ont goûté nos vins, ben, ils oublient un petit peu leur idée préconçue du Cabernet ou de la comparaison qu'ils essayent de trouver. Fait que, mais pour l'instant, on est un petit producteur, donc je dirais qu'on a exporté en Thaïlande l'année passée, enfin 2019, mais donc on n'a encore pas, disons, un avis international, disons, d'une
clientèle internationale, donc très développée, donc c'est à venir. Mais ce que Sébastien, à deux mots. j'aimerais rajouter pour ta question, finalement, les gens, est-ce qu'ils voient la différence? Je te dirais que au départ, si on revient dans les années antérieures, je te dirais oui, ils voyaient une différence parce que les vins étaient mal conçus, mal faits, on connaissait mal ces cépages. Mais je te dirais que maintenant, moi qui viens de Bordeaux, sans être chauvin ni rien, parce que je respecte toutes les parties de la France et du monde entier, mais je te dirais que maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a apprivoisé ce cépage du Nord, cépage nordique, et on arrive à, par rapport à certains cépages, oui, à faire des bons styles de pinot noir, des vins de Cahors, on arrive aussi à en faire. Donc, finalement, c'est pendant les vinifications que tout se passe. On est obligé de réduire l'extraction et puis de vendanger à certains brix et densités pour arriver à notre produit final, finalement. Donc, moi, je te dirais que les gens, maintenant, ben, quand ils vont déguster un de nos vins rouges, par exemple, ben, ils ne vont pas savoir que ça vient d'État de New York. Ils vont se dire, waouh, ça vient d'où, c'est bon. Donc, il n'y a plus cette petite référence de Cabernet ou de Merlot quand on va sur place ou dans les marchés, là, présentement. Lydia, tu confirmes? Quelle est ton opinion là-dessus? Oui, bon, bon j'ai deux choses à dire, peut-être de la partie winemaking. Et je pense que pour nous, à New York, c'est intéressant en fait d'avoir un changement des vintages très différents parce que c'est challenging. Excuse-moi mon français anglais. Mais c'est un challenge pour nous comme œnologues de nous adapter pour les conditions climatiques. Et c'est ça que je pense que moi, que j'étudie en France, j'ai un peu l'idée de comment on fait du vin en France. On s'adapte aux conditions climatiques et c'est ça qu'on peut offrir. Et ici, on s'adapte à... ça veut dire qu'on fait, si c'est une année qu'on ne peut pas faire du rouge et avec cette structure forte comme ça, on s'adapte, on fait du blanc, on fait du rosé et le marché est prêt toujours pour accepter ce qu'on va produire. Et donc, par exemple, 2018, que c'était une année compliquée, on a fait plutôt du vin rosé et ça marchait très bien. Et 2019, on a fait du rouge, que c'était super bien et une année exceptionnelle pour faire du rouge. Donc, pour nous, comme œnologues, c'est bien. Et après, je pense que c'est nous qui ont cette papier d'éduquer ou de faire des cultures de vin ici. Les personnes sont très, je pense qu'ils sont ici aux États-Unis, ils cherchent par variété ou par cépage, mais à New York, ici, je pense qu'il faut encore éduquer des personnes dans la culture du vin. Donc, si tu offres, tu fais des tastings, par exemple, de vintage 2018, 2019, 2020, c'est incroyable la différence que tu vas voir entre vintages. Donc, je pense que c'est pour nous une opportunité pour éduquer des personnes avec la culture du vin. Et pour nous, comme winemakers, c'est un challenge aussi. Donc, c'est deux parties, non? Bon, mais parfait. Ce que je vous propose pour rester dans le timing, c'est de commencer la dégustation avec Gilles, qui en même temps pourra nous parler de ses éventuels challenges de winemaking et de sa relation avec le consommateur, puisque les vins effervescents que tu produis, Gilles, par l'assemblage, ont peut-être un potentiel de fidélisation plus fort. Je reviens un instant sur ce que tu disais, Lydia. Je trouve ça très intéressant parce que d'un point de vue français, pouvoir jouer sur la couleur ou l'intensité colorante, comme on l'appelle, sur les vins en fonction du millésime, c'est quelque chose qui était assez difficile encore chez nous, justement encore d'une réglementation très stricte au regard de la catégorie de chaque vin. Donc, à bon entendeur, chers amis
technocrate français, vous avez ici une piste à explorer. Il y a beaucoup de questions, donc vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, je les ai notées, on les traitera à la fin du chat. Ce que je vous propose de faire, c'est de passer à la dégustation. Gilles, tu es avec nous? Est-ce Oui, que oui, je suis tu veux avec vous bien là, démarrer? excusez-moi. Non, non, on t'en prie. Est-ce que Je tu veux voulais, bien je voulais démarrer la rajouter dégustation? quelque chose, Olivier. On parlait des effets millésimes sur les vins. Moi, j'ai Ouais. la chance de travailler avec des vins mousseux et je crois que les champenois, eux, ont réussi à faire ce que peut-être beaucoup d'autres n'ont pas pu faire, à savoir à gommer l'effet millésime dans les cuvées. Et donc, ce que l'on essaye de faire ici, c'est d'avoir donc des vins plus constants année après année, élaborer des cuvées qui soient fixes dans leur qualité et dans le temps. Voilà, donc c'est un petit peu notre but du jeu. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez tous les trois des positions tout à fait différentes et qui sont tout à fait légitimes au regard du consommateur qui vous donne raison. Je vous propose sans tarder de passer à la dégustation. Donc, on va commencer par Sparkling Point avec Oui. un effervescent. Euh, Vous avez je te laisse le commenter et Aurélie va nous mettre la fiche technique pour que nous passions à la la fiche technique, dégustation. oui. Voilà. Hop, Donc, voilà. Et pour celles et ceux qui ont des échantillons, ben, je vous propose de passer à la dégustation. Et Gilles, si tu peux nous la commenter, nous dire en 2-3 minutes ta conception de ce vin et comment tu souhaites le positionner sur les marchés. Qu'est-ce que tu cherches avec ce vin-là? Donc, Sparkling Point, c'est en fait une cave qui est née de l'idée que l'on voulait faire que des vins effervescents, des sparkling wine, à Long Island et à New York. Et donc, nous ne faisons que ça, à savoir une douzaine de différents produits qui va sur des cuvées à long vieillissement, aux cuvées plus traditionnelles comme le brut, là que l'on a ici. Donc, nous avons environ 16 hectares de vignes partagés entre le pinot noir, le chardonnay et le pinot meunier. Principalement pinot noir, un petit peu en dessous chardonnay et environ une vingtaine de pourcents en surface de pinot meunier. Mon idée ici, c'est d'avoir un vin qui représente bien ce que moi j'apprécie dans les champagnes et dans les vins effervescents du monde, à savoir cet assemblage très très particulier de ces trois cépages. Et bon, je suis peut-être un peu chauvin de ce côté-là, mais je crois que c'est certainement les trois cépages qui font les plus grands vins effervescents du monde, quel que soit l'endroit du monde d'ailleurs. Bon, d'autres seront peut-être pas du même avis que moi, mais je pense que c'est peut-être mon origine proche de la Champagne qui fait que j'ai ce type de vin qui coule dans mes veines. Donc, ce brut, c'est vraiment pour moi le produit qui représente la maison, le produit, le meilleur rapport qualité-prix que nos clients peuvent trouver chez nous. Je voulais mettre un petit peu aussi un commentaire sur les ventes des vins. Je ne sais pas si on l'a déjà fait. Oui. Et pour nous, Vas-y. les caves de nos régions, nous sommes des petites structures, donc nous vendons 80% en direct et 20% à la distribution. Donc vous voyez qu'en période comme cette année de Covid, on a pu résister un petit peu mieux aux problèmes de marché puisque les gens sont venus nous voir, même si pendant une période de l'année, nous n'avons pas été ouverts au public, nous avons quand même pu vendre, soit par nos ventes online qui ont explosé d'ailleurs, notre click and connect, comme on dit ici en France, mais aussi les gens sont venus en fait à la cave chercher, même si vous ne pouvez pas visiter, même si vous ne pouvez pas goûter sur place, acheter les vins directement à la cave. Merci beaucoup, Gilles. Je te presse un peu pour qu'on garde quelques minutes parce qu'il y a des questions très intéressantes que j'aimerais vous relayer du chat. On va passer à Erwin. Si tu peux nous présenter donc, cette fameuse marquette que j'ai eu la chance de recevoir et déguster. Donc, cuvée du petit champagne. Si Aurélie peut nous mettre les éléments sur cette bouteille. Hop.
Si Aurélie peut nous mettre le screenshot sur le Champlain Valley et From Apples Vineyard. Bon, en attendant que ça arrive. Oui, si je peux commencer. Donc, QV 2017, c'est notre troisième finalement QV. On a commencé en 2015. Il a une acidité balancée. C'était un montage de marquette en grande partie avec une partie de Frontenac rouge, à peu près 25%, donc 75-25. Maintenant, c'est une année difficile, 2017, fait que c'est l'année où on a vendangé le plus tard. Donc, elle a mal commencé, c'était assez pluvieux. Par contre, elle a bien fini. Septembre, octobre était bien. Fait qu'on a commencé à vendanger, si je me souviens, vers le 18 octobre. Donc, assez tard, mais ça a été payant. Donc, maintenant, on voulait faire un vin qui, comme Gilles disait, on essaye d'aller vers la consistance aussi. Donc, on essayait, malgré qu'on ait une variation sur le taux d'alcool, un petit peu l'acidité, mais on a essayé de quand même rester constant dans la qualité. Et comme on a un vignoble très jeune, je dirais que le raisin évolue, la vigne évolue et devient plus mature aussi, ce qui aide à une augmentation finalement de la qualité ou, de notre vin. Maintenant, en termes de vente, un petit peu comme Gilles disait, nous aussi on compte, surtout l'année passée, on a compté sur la clientèle locale. On a fait dans les liquor stores où on vend direct aussi, donc on n'a pas de distribution pour l'instant en tant que tel, mais on vend entre les liquor stores et des gens qui viennent nous acheter à la propriété. Donc on était dans le même niveau 80-20 étant les liquor stores si on veut. Maintenant, je pourrais dire d'autres. Bon, on a présenté nos vins au second. Pardon? Je dis, ce que tu pourrais dire, c'est que c'est remarquablement équilibré. Il y a une acidité remarquable dans ce vin, avec un degré d'alcool tout à fait raisonnable. C'est comme on dirait chez vous. Oui, maintenant, une chose que je n'ai pas dit, on a d'entrée essayé de respecter, si on veut, un cycle de vieillissement. Fait que notre 2015, on a commencé à le vendre activement en 2018-19. Donc, on essaie de respecter un cycle parce qu'on le vieillit une année en fût de chêne. Bon, c'est des fûts de chêne américains. Maintenant, ça donne quelque chose de bien balancé. Donc, 2016 a été aussi élevé en fût de chêne une année, 2017 aussi, etc. Donc, on essaie de garder cette consistance aussi. Et je pense que c'est ça. En 2018, qu'on a goûté aussi entre nous, il n'est pas encore en vente. Donc, maintenant, cette année, on met en vente le 2017 activement. C'est très intéressant. Pardon? C'est très intéressant parce que c'est très équilibré, c'est rafraîchissant. La première crainte qu'on a quand on écoute un peu la description climatique de votre région, c'est d'avoir des vins un peu végétaux ou avec un tanin rustique. Et je rebondis sur ce que disait Sébastien tout à l'heure, la qualité de tanin et l'équilibre des vins qui semble tout à fait harmonieux. Souvent, quand on a une acidité un peu parfois rajoutée, et ça c'est une opinion personnelle, mais il y a un décalage en bouche, ça se perçoit. Je trouve ça remarquable. Sébastien, deux mots, et après je cède la parole à Lilia. Ok, absolument. Moi, je pense que les vins issus du vignoble sont à vieillir. Donc, pour ceux qui veulent en acheter, c'est à mettre dans une cave. L'exemple que Avin disait tout à l'heure, le 2015, on n'en a plus malheureusement, que très peu, mais qu'on garde soigneusement quelque part chez nous parce que c'est un millésime qui est extraordinaire. On l'a laissé vieillir et tous ceux qui l'ont goûté en 2019, c'est du bonheur en bouteille finalement. Et oui, c'est bien équilibré comme le 2016, 2017, 2018, comme Erwin disait, plus on avance dans le temps, plus la vigne vieillit, puis nos millésimes deviennent de plus en plus meilleurs et plus faciles à travailler surtout. C'est très intéressant. Et merci beaucoup. On va terminer avec Lilia pour la partie dégustation et on passera aux questions du chat qui
pour la majeure partie d'entre elles, sont très intéressantes. Donc, j'aimerais pouvoir vous les relayer. Lydia, donc, on a un Cielo à New York, millésime 2018. Bon, moi, j'étais épaté par la couleur. Oui. Donc, tu peux nous en dire un peu plus? Ok, donc, bon, comme j'avais dit, à RG&Y, on fait des vins blancs, rosés, sparkling et du rouge. Et cette année 2018, c'était une année compliquée pour faire du rouge. Et de toute façon, moi, c'était mon première année ici à New York, donc je voulais le faire. Je venais directement de Bordeaux et moi, je voulais le faire. Donc, à la fin, je suis content avec les résultats parce que c'était une année compliquée, comme j'avais dit, à janvier, beaucoup de la neige. Et après avril, c'était encore, bon, c'était plus chaud. Après mai, ça fait froid. Donc, il a changé beaucoup. Et après, pendant la maturité, il a plu beaucoup. Donc, c'était, comme tu avais dit, la couleur, c'est un peu c'est étonnant parce que si tu vois ça, c'est un vin plutôt léger à la voix. Le pinot noir, Et tu en parlais. comme un pinot noir, oui, oui, oui. Mais après, si tu les vois, c'est très expressif, très, des différents arômes. C'est surtout des arômes à fruits rouges, du chocolat amer, et ça change beaucoup. Ça change beaucoup des arômes. J'ai mis des chênes usage, des 12e second use. Donc, parce que moi, je voulais pas, j'étais pas sûre comment les vins rouges ici, les fruits pouvaient supporter des chênes neufs. Donc, moi, j'ai mis des 12e usages et moi, je suis contente avec les résultats. J'ai fait, comme j'avais dit, un Bordeaux blend, c'est 43% Merlot, 37 Cave Sauvignon, 10% Cave Franc et 10% Petit Verdot d'eau. Et c'est léger, en alcool, c'est presque 13 degrés, non? Donc, ça, c'est un des vins qui a eu le plus acceptation de tous les vins que je fais en 2018, non? Donc, Bon, oui. ben, merci beaucoup, Lilia. Tu peux nous rappeler le prix de cette cuvée en dollars? C'est ça, c'est à 29 ou 30 dollars. 30 dollars. OK, ça 30 marche. dollars, oui. Bon, ben, merci beaucoup. Très honnêtement, même constat que pour Apple Vineyard, on a cet équilibre à 12,7 avec une excellente acidité et malgré une matière plus légère à cause du millésime, c'est très joliment réalisé. Donc, bravo, Ilia, c'est bon, hein. J'en avalais un Merci. petit peu, hein. On va passer aux questions qui nous ont été posées dans le chat. Alors, j'aimerais déjà vous relayer celle-ci. Y a-t-il finalement, dans un climat aussi frais, ça s'adresse à Gilles, peut-être aussi à Lilia, une préférence à l'avenir au sparkling wine? Autrement dit, est-ce que demain, il est plus sustainable, plus pérenne d'envisager une culture de vin effervescent que de vin tranquille? Et la deuxième question que je pose à tous, est-ce qu'il y a une forme de chauvinisme localement? Est-ce que les gens sont enclins à acheter plutôt des vins de l'État de New York que d'ailleurs? Donc Gilles, si tu veux bien répondre à la première question, nous donner ton sentiment sur l'avenir des sparkling à l'État de New York, et puis ensuite je céderai la parole à Erwin et Lilia pour le côté chauvin des consommateurs new-yorkais. Alors pour nous, on a une très très belle progression. On a aussi la progression du fait que les vins effervescents étaient très à la mode dans les années où on a établi le vignoble. Le vignoble a été planté en 2004. Les premiers vins vendus en 2006 et 2007. Maintenant, ça fait plus de 15 ans que l'on est établi. Et on voit en fait une progression constante, hein, puisque nous, on est passé des premières années à
production de 1000 caisses par an, c'est-à-dire 12 000 bouteilles, à aujourd'hui une production de pratiquement 10 fois plus. On est à peu près entre 100 et 120 000 bouteilles produites par an, exclusivement de mousseux. Donc oui, on a en effet une belle progression au niveau du développement des vignes. C'était un projet en fait qui avait démarré sur simplement une dizaine d'acres et aujourd'hui on est à 40 acres, donc à peu près 16 hectares. Donc vous voyez une très belle performance en l'espace d'une même pas quinzaine d'années. Quand on sait que il faut déjà 3 ans pour que la vigne produise des raisins et ensuite un autre 3 ans pour nous au niveau des vins effervescents pour mettre les vins en marché. Ça nous a déjà mangé pas mal d'années dans cette nouvelle venture, comme on dit aux États-Unis, cette nouvelle aventure. Voilà. Donc maintenant, est-ce que les New-Yorkais sont chauvins? Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. On voit un petit peu moins que… moi, j'ai travaillé dans l'État de Virginie, j'ai travaillé en Californie. On voit plus cette réaction là-bas, comme en Californie, les gens boivent énormément de vin californien et finalement bien moins de vin européen. À New York, c'est un peu l'inverse. On a quand même une tradition à New York de boire, surtout qu'on est très proche de Manhattan. Nous ne sommes qu'à 2 heures de Manhattan, de boire des vins européens depuis très longtemps, depuis toujours pratiquement. Donc, nous sommes les nouveaux venus et nous essayons de pousser les murs de ces traditions. Ce que l'on voit, c'est que les gens sont acquis à notre cause. On a un mouvement local, aussi bien dans la consommation des produits agricoles locaux, on a énormément d'agriculture chez nous, que dans le choix de leur boisson dans les vins locaux, que ce soit en vin ou même en bière. Et là, oui, il y a un nouveau mouvement qui fait un petit peu machine arrière de ce que l'on a connu, moi, il y a 20 ans. Donc, on commence à avoir ce chauvinisme dont tu parles arriver, mais bien moins que ce que moi j'ai connu dans d'autres États aux États-Unis. Désolé, on prend une dernière question et on va devoir, j'aurais bien souhaité vous connaître votre avis sur ce sujet, mais le temps tourne, on a déjà dépassé de 2 minutes, donc je prends une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, travailler, alors je pose cette question parce qu'elle a été posée il y a longtemps, mais on pourra y répondre rapidement. Les levures indigènes, est-ce que c'est un sujet pour les vins de New York? Est-ce que c'est une difficulté qui s'impose à vous? Ou est-ce que vous êtes tout à fait… est-ce que ça n'a rien à voir avec le climat? Est-ce qu'il vous semble tout à fait possible de travailler aussi bien levure de culture qu'en levure indigène? Je rappelle au passage que les levures de culture sont aussi des levures indigènes. Ceux qui auraient des doutes là-dessus. Tout à fait. Voilà, donc est-ce que Sébastien, Lydia, vous travaillez en levure indigène ou en levure de culture? De notre côté, on travaille avec des levures sélectionnées. On en parlait justement avec Erwin pour essayer de voir cette année, nouveau millésime 2021, de travailler sur quelques cuves avec les levures indigènes. Donc, on est rendu là. On est rendu là. Pour l'instant, on n'a pas… Oui, moi, je pense que c'est toujours bien d'expérimenter. Donc, en fait, cette année, je fais du pinot noir et fais quelques barriques avec des levures indigènes et quelques autres des levures sélectionnées pour voir justement la différence. Et bon, maintenant, je suis contente avec ça. Donc, de plus en plus, je peux expérimenter un peu, pas avec de l'eau très, très rare, mais je pense que c'est bien de savoir qu'est-ce que c'est la différence, non? Bon. Écoutez, il est 19h04 en France. On a été bavard de 4 minutes de trop. Je vous prie de bien vouloir nous excuser dans le chat. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ces quelques échanges avec 3 superbes producteurs vous ont donné envie de découvrir les vins de l'État de New York et peut-être même donner l'envie d'aller visiter sur place ces exploitations. Il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous. Lydia, merci de votre générosité.
Et puis, j'espère à très bientôt et portez-vous bien et encore une fois, bonne année à tous. Allez, salut et à la prochaine. Merci beaucoup. Un grand merci à tous et bienvenue. Un enregistrement du webinaire sera mis en ligne par la Fondation de la Vigne et du Vin de New York sur une chaîne YouTube dans les jours à venir. Un lien vous sera envoyé à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous inscrire directement pour les prochains épisodes. La série continue le 17 février avec Pascaline Lepelletier et le développement durable. Merci encore à tous. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Au revoir.